Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission, je suis rejoint par Amélie. Salut Amélie. Salut Mythe. Alors Amélie, est-ce que tu veux te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Succinctement, en fait, je joue beaucoup à des JRPG. Alors ça tombe très très bien parce que c'est ce dont on va parler. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux nous dire à ton sujet ? Sinon, je suis créatrice chez Japanophile et c'est cool. Très très bien. Alors effectivement, pour cette émission, nous allons parler de JRPG. Dans l'émission précédente, si vous l'avez écouté, vous savez que j'ai dit que j'étais un grand amateur, un gros consommateur de JRPG. C'est un genre de jeu que j'aime beaucoup, sur lequel je passe beaucoup de temps et donc sur lequel j'ai évidemment des choses à dire. Et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est aussi ton cas, Amélie. Exactement, c'est quasiment le mode de jeu principal auquel je joue. Ça a appris Alors du coup, quelques jeux de combat, mais c'est-à-dire qu'après ça fait vite mal aux mains, donc j'aime bien avoir mon temps en fait pour réfléchir un petit peu à mes actions. eh ben du coup, ce que je te propose, c'est de donner aux personnes qui nous écoutent ta définition à toi de ce que c'est un JRPG. Tu peux donner des exemples, tu peux parler de titres qui t'ont marqué, qui t'ont aidé à avoir cette définition. Moi, en fait, le JRPG, j'ai un peu découvert ça sur le tard. Donc j'étais déjà adulte, hein, j'avais 18 ans. Et pour moi, en fait, c'est un livre interactif. C'est quand j'étais un peu plus jeune, j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros. Et en fait, j'ai retrouvé un petit peu de ça. Et comme en fait, la plupart de mes lectures, c'était justement des trucs un petit peu type Le Seigneur des Anneaux, des, des bouquins un petit peu comme ça. Enfin, j'ai aussi lu beaucoup de bouquins de Marion Zimmer Bradley. Bon, à caution, que je déconseille fortement parce que la dame a mauvaise réputation. Et ça, je l'ai appris que très récemment. Et donc en fait, j'ai retrouvé plein d'éléments. Donc comme j'étais déjà un petit peu baignée dans tout ce qui était légende arthurienne, tout ce qui est l'univers un peu de Tolkien et tout ça. En fait, quand j'ai commencé à jouer au RPG, alors sachant que le premier RPG auquel j'ai joué, c'était Final Fantasy VIII. Alors on était bien loin d'un univers, si je puis dire, Heroic Fantasy, mais plutôt moderne. Mais le fait que justement j'ai découvert ce système de tour par tour et de me dire ah oui tiens c'est là je vis l'histoire, j'actionne dans l'histoire, c'est mes propres choix qui influencent d'une certaine manière sur l'histoire, même s'il y a un fil conducteur. Pour moi, c'était comme lire un livre interactif. Et en plus de ça, pour d'autres séries de RPG qui n'ont pas été traduites en français, ça m'a aussi permis de pouvoir garder un niveau d'anglais plutôt correct. Donc franchement, alors j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ma passion dans ce sens. Mais voilà, pour moi, jouer à un JRPG, c'est comme lire un bon bouquin, en fait. Ouais, je vois. C'est vrai qu'il y a cette idée de vraiment une histoire qui est au cœur de l'expérience de jeu, puisque ce sont des jeux où l'exploitation des systèmes sert à faire avancer l'histoire, hein. C'est vraiment des jeux où on joue pour faire avancer l'histoire et qui sont apparus à une époque
où l'histoire était souvent un prétexte pour faire du gameplay. Et là, c'est un petit peu retourné. C'est le gameplay qui est au service du déroulement de l'histoire. Et à l'époque où ce type de jeu est apparu, c'était assez novateur. Tout à fait. Alors j'aime beaucoup la comparaison avec un livre interactif. Du coup, je trouve que c'est très bien pensé. Ça va me permettre d'articuler les points que moi ça m'évoque, la notion de JRPG. Donc, J ça veut dire japonais et RPG donc role playing game, donc, le jeu de rôle, hein. Ce sont des, jeux qui sont, initialement basés sur, les jeux de rôle, sur table, façon Donjons et Dragons avec, en fait, l'idée de faire une simplification du système pour, rendre ça compatible avec, des machines, qui étaient encore assez peu performantes comme, la Famicom, hein, la NES, japonaise ou des choses comme ça. Et avoir, cette expérience de personnages avec des spécialités, qui peuvent apprendre, de nouvelles attaques, qui peuvent avoir de nouveaux, équipements, qui peuvent apprendre des sorts, et qui évoluent dans un univers, où il y a un scénario complexe avec des factions, avec des royaumes, avec beaucoup de voyages, avec, du mysticisme, de la religion et qui se concentre sur ce petit groupe de voyageurs qui vont ensemble, essayer de sauver le monde en général, hein. C'est la plupart du temps ce qu'il faut faire, dans ce genre de jeu. Et du coup, le truc c'est que en fait, le côté RPG, moi ce que je trouve, un petit peu, trompeur en fait dans cette appellation, c'est que, heu, dans un jeu de rôle, on incarne un rôle. En général, c'est un personnage qu'on a choisi soi-même dont on a le contrôle total. On choisit ce que notre personnage dit, on choisit ce que notre personnage fait, on choisit, où notre personnage se rend. Alors que dans ces, jeux japonais, qui reprennent mécaniquement le fonctionnement, d'un RPG, eh Oui, bien, on a assez peu tu des de archétypes, en d'influence fait. sur ce qui se passe. Oui, c'est des archétypes de personnages. C'est des archétypes, c'est vrai que, tu as moins, parce que bon, toi et moi, nous le savons, hein, je joue aussi sur, des jeux, de jeux de rôle sur table. D'ailleurs, j'ai même joué à des jeux de rôle sur table avant de découvrir les JRPG et c'est vrai que bon, on a cette espèce d'archétype, avec, comme tu l'as dit, des rôles qu'on peut retrouver dans Donjons et Dragons et dans d'autres, séries, pour des trucs un peu plus modernes. Mais c'est vrai que voilà, on impose un petit peu, si je puis dire, vous avez telle, classe de personnages. Il y a même carrément, en fait, des Final Fantasy qui basent uniquement leur gameplay sur, le fait, d'avoir telle ou telle, classe de personnages dans ton équipe va changer ta manière de combattre ou va même peut-être voir changer complètement, le tournant de l'histoire. Donc, ou par exemple, si tu n'as pas tel archétype dans ton équipe, eh bien, en fait, tu ne peux pas battre, un boss, bon, je dirais pas un boss final, mais un boss intermédiaire, dans l'histoire, si tu l'as pas, bah, voilà, tu l'as dans le cul, pour le dire franchement. Donc, voilà, c'est vrai que tu n'as pas, s'ils ont leur, entre guillemets, «personnalité» parce que alors, le personnage principal a jamais tellement de personnalité parce que justement, ils essayent de faire en sorte que tu puisses, d'une certaine manière, te te Se mettre dans la projeter. peau du personnage. Tu même carrément, en fait, des personnages qui parlent pas, en fait. Tout à fait. Voilà, tu as des personnages, en fait, qui parlent pas. Tu choisis tes actions, mais c'est tout. Ils parlent pas vraiment. Hem, donc oui, c'est vrai que c'est un petit peu, si je puis dire, te prendre un petit peu par la main, d'une certaine manière, par rapport aux jeux de rôle, plateau. Mais bon, en même temps, je sais que, par exemple, j'ai très peu joué à des RPG américains comme Baldur's Gate. Bon, faute, d'avoir un PC performant pour le faire, à l'époque. Mais je sais que oui, tu peux, comment dire? Mieux modeler ton personnage, mais tu restes quand même avec des archétypes qu'on te propose.
Oui, bien sûr, et de toute façon, même un jeu comme, Baldur's Gate, même si tu peux choisir un petit peu les répliques, et le ton, que va employer ton personnage, à la fin du jeu, tu as quand même le même boss, quelle que soit, ta manière de mener les dialogues et tu as à peu près mené, la même quête, quelle que soit la manière dont tu as amené les dialogues. Donc il y a une illusion de contrôle et de liberté qui est plus importante que dans un, RPG japonais, mais au bout du compte, il va quand même y avoir beaucoup de ressemblances entre une partie que toi tu ferais et une partie que moi je ferais. Mmh. Après dans un jeu, dans un RPG japonais, à quelques détails près, on aura fait exactement la même partie. Ouais. Après, c'est vrai que tu bon, sauf pour les gens qui vont vraiment poncer, le jeu, tu des jeux où tu as plusieurs fins. Oui, 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 il y a c'est vrai, c'est une manière, de récompenser l'engagement du joueur, hein. En général, la fin que vous obtenez, s'il y en a plusieurs, elle dépend de à quel point vous avez, poncé le jeu, hein. On pensera, et avec une, petite larme dans l'œil aux Kingdom Hearts, qui, ont, 4 ou 5 fins différentes, Ah, j'étais plus dans le Chrono voi Trigger là, pour le coup. ah oui, Parce que alors là, Chrono tu vois, Trigger, c'est un Kingdom cas Hearts, c'est particulier. encore un autre truc parce que là, on est carrément, vraiment dans l'action RPG pur et dur, hein. Oui, alors c'est vrai que Kingdom Hearts, ça ne se joue pas en tour par tour, mais les archétypes de personnages, les thèmes abordés dans l'histoire et la manière dont sont présentés les différents éléments de gameplay, c'est quand même pour moi, Ah, ça reste un RPG, ça reste un RPG, bah, ça reste un c'est JRPG, à cœur et c'est un jeu où tu dois vraiment avoir une connaissance, très pointue des systèmes de jeu pour, voir, la vraie bonne fin, ultime, cachée, ou alors tu vas sur YouTube, hein, on va pas se mentir. c'est une Alors que solution. Chrono Trigger, c'est un jeu qui est basé sur le fait que, ben, il y a plusieurs fins et que tu es un peu contrainte malgré toi à devoir ces différentes fins en tâtonnant pour arriver à la bonne. Mais à la fin, tu arrives à la bonne. Mmh. Là où dans Kingdom Hearts, c'est pas garanti. C'est c'est pas Mmh. la promesse que fait le jeu. Bah, je sais pas, c'est un petit peu la première fois que j'entends parler de ça, donc je suis un peu surprise. Heu bah, alors, je peux donner un exemple très rapidement, hein. Vas-y, Il y a vas-y, 2 parce que tu ans, sais, j'ai joué à Kingdom Hearts, c'est pas, je connais, hein, mais c'est pas, si je puis dire, la série de jeux sur laquelle je me suis vraiment attardée. oui, je comprends. Bah, en gros, Kingdom Hearts, je vais donner un exemple très simple. J'ai acheté, la compile où il y en a plusieurs sur PS4, il y a 2 ans et j'y ai joué, c'était une bonne expérience et j'ai joué à donc, l'épisode qui s'appelle Birth by Sleep qui Ah! est, OK, une, celui-ci. prequel, de Qui Kingdom était à Hearts. l'origine sur PSP. Absolument, qui était à l'origine sur PSP et du coup le portage PS4 fait quelques efforts, graphiques, mais bon, ça se voit que c'était un jeu PSP. Et surtout, c'est un jeu où pour voir la vraie fin et avoir les vraies dernières séquences de derniers boss, il faut, soit, trouver des objets de quêtes secondaires, optionnels qui sont parfois très, très bien cachés ou cachés derrière des mini-jeux chiants, Mmh. soit faire le jeu dans la difficulté maximale avec tous les personnages. Heu, Sachant que les Kingdom Hearts ont, cette petite, spécificité dans leur mode de difficulté qui est que le mode de difficulté maximal, c'est pas tellement que, le jeu est beaucoup plus dur, c'est que tout le monde est très fragile et meurt en un ou 2 coups, hem, y compris les ennemis. Mmh. Donc en fait, ça change complètement le rythme du jeu. Heu et du coup, bah, moi, la vraie fin, bah, je l'ai pas vue parce que je n'ai pas fait le mode de jeu le plus difficile et je n'ai pas cherché, suffisamment bien, tous les objets, secrets pour voir la vraie fin et donc j'ai eu une séquence de dernier boss, tronqué, et du coup, j'ai plein d'éléments de lore qui me manquaient, Mais, pour, excuse-moi, juste pour, me resituer, en fait, Birth by Sleep, si je me rappelle bien, c'est, en fait, tu peux jouer, 3 histoires différentes, c'est bien ça? c'est ça, tu joues 3 D'accord. personnages qui ont des histoires qui s'intersectent. Donc c'est vraiment dans ce cas-là, c'est vraiment un Kingdom Hearts à part entière par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Après, en jeu, ça se joue comme un Pareil? Kingdom Hearts et petite hot take, ça se joue mieux
que les Kingdom Hearts parce que tu dois pas faire du menuing comme un abruti avec la croix pour trouver tes sorts. Ils ont fait un système qui est beaucoup mieux, qui a jamais été repris, on ne sait pas pourquoi. Euh, Faut demander à en Tetsuya fait, quand tu Nomura, as hein, c'est de sa fini, faute. voilà, voilà, on le saura. Euh, et en fait, quand tu finis avec les 3 personnages, tu as une séquence de fin où tu te bats contre le méchant. Et où plusieurs éléments de lore des Kingdom Hearts auxquels tu as joué avant, donc Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, Chain of Memories et autres joyeusetés, sont expliqués dans cette fin. Et pour avoir tous les éléments, y compris les plus subtils, qui sont re-référencés pas avant Kingdom Hearts 3, eh ben, il faut avoir fait la vraie fin avec le vrai dernier boss. Et bon, ça c'est un petit peu dommage. Après, donc oui, c'est vrai que c'est une tradition dans les RPG japonais d'avoir plusieurs fins. En général, c'est plutôt en mode la fin standard qui est une fin plutôt heureuse. La mauvaise fin où il faut faire, j'ai envie de dire, un effort de mauvaise foi pour la voir. Hein. Je pense que par exemple à Tales of Xillia 2, où d'ailleurs il y a un personnage principal qui est complètement muet et les seules choses qu'il dit, c'est des choix de dialogue que toi tu fais, qui n'ont pas d'influence sur l'histoire, mais qui ont une influence sur le taux d'affection de tes coéquipiers. On y reviendra. Et il y a un moment où tu as le choix entre sauver le monde et trahir ton groupe. Et tu peux faire un combat de boss optionnel très difficile où tu te bats contre tous les membres de ton groupe un par un, Hmm. avec leurs vrais stats, leur vrai niveau et leur vrai équipement. Et du coup, c'est vraiment dur. Et si tu les bats, eh bien, tu renonces à sauver le monde et tu assistes avec un autre personnage à la fin du monde parce que tu as choisi de tourner le dos à, à tout le monde et cette loyauté mal placée coûte la vie à un nombre très important de personnes. Je vois. Oh, c'est pareil, t'as Euh, aussi dans Valkyrie Profile. Valkyrie Profile, t'as plusieurs fins. Et t'as ouais. une fin vraiment, mais si tu joues. Sachant que Valkyrie Profile n'est pas un jeu facile, mais ça va, quoi. Je m'en sors en général. Mais je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu fait face à cette fin-là parce que elle arrive de manière assez abrupte. C'est-à-dire que si en gros tu ne suis pas du tout ce que te demande en fait Freya, Freya va te demander en fait certaines choses, certains objets, certains personnages à envoyer au Valhalla. Et le truc, c'est que si tu fais n'importe quoi et que t'envoies n'importe quoi, il y a un moment donné où elle en a marre, elle descend, elle te fout une baffe et en gros, game over. Ah oui, oui, c'est rigolo ça. Ouais, c'est très marrant. C'est très très marrant. Bon, après, je suppose que ça met en péril ton fichier de sauvegarde parce que pour en arriver là, il doit être dans un sale état au moment où ça arrive, mais c'est bien que ça existe. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur Valkyrie Profile, n'hésitez pas à écouter Mais oui, c'est l'épisode vrai. de Pragmastic, Exactement. le podcast qui vous parle d'expérience de jeu et qui vous donne une version très détaillée de l'histoire de ce jeu et des différents sous-systèmes qui Mm. permettent d'arriver aux différentes fins. J'ai Et un justement, souvenir mémorable de cet enregistrement d'ailleurs. et du coup, justement, c'est là où on va entrer dans le vif du sujet de cet épisode de Hot Takes et Slow Burn. Nous allons parler de ce qui fait qu'un jeu vidéo est un JRPG ou pas. Et du coup, je vais faire une première petite hot take où on va essayer de renommer le genre parce que je pense que le terme JRPG ne fait pas justice à ce genre de jeu. Et ensuite, je ferai une deuxième hot take dont vous pourrez vous plaindre sur les canaux habituels et dire que je n'ai rien compris ou que je suis complètement stupide ou les deux. Et donc, on y va. Donc, moi, un truc qui me fait aimer les JRPG, c'est les aspects mécaniques. Hein. Les systèmes de combat sont en général juste assez complexes pour qu'on ait envie de se pencher dessus et juste assez simples pour qu'on gagne souvent et que ce soit satisfaisant de gagner et qu'on ait envie d'y retourner. Donc c'est un équilibre assez délicat à obtenir. C'est en général en tour par tour, mais comme on l'a vu avec les Kingdom Hearts ou encore avec la série de Namco des Tales of, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent,
Euh, C'est très les rythmé. combats peuvent aussi être plus en temps réel, sans qu'on ne pense pas que le jeu appartient au genre du JRPG. Euh, et donc, on va essayer de voir les différents éléments qui font le JRPG. Et on va se baser sur ces éléments pour essayer de donner un nom plus représentatif à ce genre. Donc moi, un des premiers trucs que je remarque, donc c'est ce système de combat qui a en général euh, une base, j'ai envie de dire, un petit peu tactique, soit par le tour par tour, soit quand c'est en temps réel, par les animations qui vont révéler des points faibles, des moments où il faut attaquer, des systèmes d'éléments avec le feu qui bat la glace, le vent qui bat la terre, l'eau qui bat le feu, les ténèbres qui battent la lumière, des choses comme ça. Un petit peu comme dans Pokémon, hein, où Bah, c'est Pokémon le est cœur un du système, RPG, les hein. éléments. Oui, Pokémon est un JRPG sans aucun doute possible. Il regroupe la majorité des points qui font qu'un JRPG est un JRPG. Donc voilà, on a ce système que j'ai envie d'appeler un combat. Alors, le problème, c'est que dans le jeu vidéo, le terme de combat tactique, ça désigne quelque chose de déjà bien délimité. Oui. On va penser à des jeux comme XCOM ou Mario et les lapins crétins, Oui, qui est fais un gaffe très aussi très bon parce jeu que tu tactique. as des ce qu'on appelle les tactiques RPG. Ouais. Ouais, donc Et il oui, faut après, tu pas as des tomber dans RPG l'écueil tactiques. parce que ça reste encore différent mais tu as toujours aussi cette mécanique des archétypes et tout ça qui est vachement utilisée aussi. Mais du coup, alors, c'est pas du combat tactique au sens du jeu vidéo de combat tactique, mais c'est quand même, pour moi, du combat tactique. Ah oui, il y a de la ça c'est clair qu'il y a de la tactique à prendre en compte. Ensuite, un autre élément qui est très souvent présent, pas obligatoire, mais suffisamment souvent présent pour que moi, je considère que c'est un élément fort et il faut une forte justification pour que, que ça ne soit pas là, c'est le fait d'avoir un groupe de personnages sous son contrôle et que ce groupe de personnages évolue, se chamaille, se sépare, se retrouve, se trahisse tout au long de l'histoire et que chacun ait ses spécialités et que on a envie de faire des combinaisons de personnages, des combinaisons d'attaques, et qu'on va y essayer un petit peu qu'est-ce qui va être le plus efficace les uns avec les autres. Oui, il y a une dimension relationnelle aussi à prendre en compte. Ouais, Il y a des RPG justement, enfin des JRPG, pour l'instant on n'a pas encore changé le terme, mais il y a des JRPG qui se basent énormément là-dessus d'ailleurs. Je pense notamment à la série des Persona. Ce Si je puis dire, la le l'affinité que tu vas avoir en fait avec certains de tes coéquipiers, et même les affinités que tu vas avoir dans la vie en général, vont avoir des influences sur tes capacités de combat. tout à fait. Les Persona, ce sont des jeux qui sont à moitié un JRPG classique et à moitié un jeu de gestion de relations et de passer du bon temps avec ses amis. C'est vraiment la moitié du gameplay de passer du bon temps avec ses amis dans Persona. C'est ça. Et il y a un peu de dating Donc game ça, aussi, mais c'est différent. On y est il y pas a encore tout à fait. pas tout Mais à fait. il y a Ah des oui, jeux ouais, après on va rentrer dans des. il y a des RPG qui font du dating game. Oui, 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 ben, oui, il me semble que tu avais joué à à un jeu qui faisait ça, très en détail. Après la question des personnages, c'est vraiment chouette, hein, mais bon, c'est pour le moins problématique, d'être, une personne majeure qui incarne un lycéen mineur, qui sort soit avec des lycéennes mineures, soit avec, des, adultes, et Mais il y a pas de bonne solution. Il mais y en a pas de même solution temps, non si problématique. tu cherches des choses qui, si je puis dire, qui personnifient le Japon, bah, là, tu mets le doigt sur quelque chose. Oui, mais bon, de notre point de vue d'occidental, c'est vraiment très problématique et il y a pas d pour moi, il y a pas de bonne manière d'en parler, Oui. sans tomber, dans des écueils, Quand tu parles du vraiment justement, qu'est-ce malheureux. qui fait un JRPG? Là, c'est ce que je dis, c'est que tu mets le doigt sur quelque chose aussi. Ah oui, Tu vois oui, ce que c'est je veux vrai dire? qu'il y a la manière de représenter les relations, même quand elles ne sont pas problématiques, est très japonaise. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hem et puis il y a aussi
des donjons avec en général des énigmes, en général des thèmes, hein. Chaque donjon va avoir son petit truc en plus. Les égouts. On pensera, on pensera à Final Fantasy IX et son donjon à l'envers, hein, le plafond au Ah sol, oui, le sol en haut. Donjon dans lequel il faut équiper ses armes les plus faibles pour faire des dégâts. oui, tout à fait. Et Bien du coup, garder ça ses armes, en m'amène. fait, quand on Ouais, rejoue à Final bien. Fantasy IX, c'est toujours garder ses armes du début. Ses armes et ses équipements du début. On peut revendre tout le reste après, mais ça, on le garde. Absolument. Et justement, ce Final Fantasy IX, c'est le jeu qui m'a donné envie de faire cet épisode de Hot Takes et Slow Burn parce que donc c'est un jeu que j'ai acheté à l'automne 2019 pour pas très cher sur Switch. Je me suis dit, oh voilà, FF9, c'est un FF très réputé. Moi, j'avais pas de PlayStation quand j'étais petit, j'ai pas joué à FF sur PlayStation. Euh, je vais voir ce que ça vaut, je vais me mettre dedans, et j'ai beaucoup de mal à le finir. Je l'ai toujours pas fini. J'ai fait une très très longue pause là. J'ai essayé de m'y remettre, mais je l'ai toujours pas fini. Et Coïncidence, je l'ai refait très récemment, il y a quelques mois à peine. ah ben écoute, du coup, tu vas bien comprendre ce dont je parle. Donc c'est comme beaucoup de, enfin, c'est un jeu où, comme beaucoup de JRPG, c'est un jeu à sous-système. C'est-à-dire que ben, c'est même pas le jeu où il y a le plus de sous-systèmes, mais il y a Il est très simple. ton petit chocobo, ton petit oiseau sur lequel tu peux chevaucher pour aller à des endroits, pour faire des mini-jeux pour améliorer ton oiseau. Il y a un petit mini-jeu d'enchères, il y a un petit mini-jeu où il faut capturer des grenouilles pour améliorer l'équipement d'un de tes personnages. Il y a un de tes personnages qui apprend des sorts en mangeant ses adversaires plutôt qu'en les battant au combat. L'archétype du Euh, mage bleu, tout simplement, dans les Final Fantasy. oui, ça s'appelle de la magie bleue. C'est un personnage qui me donne des cauchemars et que je suis très malheureux de devoir avoir dans mon équipe. Et le jeu m'oblige à l'avoir dans mon équipe, ce qui prouve bien qu'il savait que c'était un personnage qui induisait des cauchemars et que personne ne l'aurait joué si on n'obligeait pas les joueurs. Mais Non, mais tu sais, c'est dans les Final Fantasy, t'as toujours un personnage comme ça, hein. oui, mais c'est pas parce que c'est toujours là que c'est bien. Mais donc voilà, c'est des C'est jeux faut à faire avec. sous-système. Sous-système d'affinité entre les membres de son groupe, mini-jeu de pêche, quêtes secondaires bizarres. Il y a toujours des petits trucs qu'il faut faire à côté du système principal de combat et d'exploration pour pouvoir aller au bout. En général, ça va cacher aussi les équipements les plus puissants du jeu, hein. On pensera avec émotion à Tales of Symphonia, dans lequel la meilleure arme pour le magicien se cache derrière un jeu de 1, 2, 3 soleils, hashtag Squid Game. Génial. Et le jeu, il est infernal en plus. C'est-à-dire que tu peux te faire pousser par tes camarades et la personne en face se retourne pile pendant que tu te fais pousser et tu te fais éliminer et c'est horrible. Et il y a plusieurs manches. Donc on s'éclate du début à la fin pour avoir cet équipement. Ouais, et puis si tu joues Colette, hein, Ah bah, tu prends la manette. et voilà. Alors, pour y avoir rejoué récemment, en fait, elle est pas si mal Colette quand on sait ce qu'on fait avec, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et donc, voilà, ces sous-systèmes en général, ils sont un peu chiants en plus. Par exemple, Persona 5, même si dans la version Persona 5 Royal, ils ont amélioré ça, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer son personnage et pour améliorer les relations avec ses amis, mais on peut faire que 2 trucs par jour, ou pas du tout si on est allé explorer des donjons. Et on a des limites de temps pour explorer le donjon, et en même temps, il faut gérer ses personnages, et il faut gérer ses personnages pour être assez fort pour pouvoir explorer le donjon dans de bonnes conditions. Et jongler avec tout ça, eh ben, c'est un peu relou. Et dans la version Switch, la version haute définition finalement de Final Fantasy IX, eh ben, il y a plein de petits outils pour passer outre ces difficultés. On peut jouer le jeu en vitesse x3. Oui, ça, On peut c'est faire en sorte de. pour moi qui l'ai fait sur PlayStation à l'époque. Franchement, Ah ben, ça d'avoir change la vie. rajouté ces petits add-ons, pour moi, ça m'a permis de pouvoir y rejouer, si je puis dire, avec un certain plaisir. Je crois que si j'avais dû le recommencer comme à l'époque, je sais pas si ça aurait été aussi plaisant. Et ben justement, moi, ces petits add-ons, et ben, ça m'a bizarrement
gâché un peu mon expérience de jeu, parce que quand je mourais, malgré les améliorations de qualité de vie, c'était extrêmement frustrant. Et quand tu joues en vitesse x3, bah, les combats, ça devient assez difficile, alors que c'est le truc que tu as le plus envie d'accélérer parce qu'il y a vraiment des animations Ouais, qui mais prennent ça, des plombes à chaque fois. faut l'utiliser pour le grind, en fait. Faut pas l'utiliser Ouais, c'est pour les ça. combats, si je puis dire. En fait, moi, Important. voilà, les combats importants, les combats histoire, si je peux dire. Ce système, tu vas l'utiliser quand tu dois faire du leveling. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu tournes en rond sur une map pour pouvoir monter de niveau, pour pouvoir avancer dans l'histoire, pour avoir un niveau, si je puis dire, correct pour continuer. Par Ouais. contre, Et dans ouais. dans le mode, si je puis dire, dans le déroulement de l'histoire, par contre, tu te remets en mode normal. Là, c'est juste un truc qui te permet, si je puis dire, d'accélérer ton leveling. Oui, mais du coup, moi, c'est pas tout à fait comme ça que je m'en suis servi, et ça m'a un petit peu euh, coupé de mon plaisir de jeu. Et donc, première petite C'est hot peut-être take, aussi il parce que faut je qu'on connais le renomme jeu le à jeu. la base. Oui, ça, c'est bien possible, parce que moi, je l'ai découvert comme ça, et du coup, je me suis senti un peu paralysé. Donc, on va commencer avec la première hot take, il faut renommer. Donc, moi, j'ai envie d'appeler ça des jeux d'aventure tactique à sous-système. Mmh. C'est là, en fait, que j'aimais bien mon terme d'interactif. Tu vois? Alors, oui, mais livre interactif, ça va être trop large parce que Aventure. finalement, est-ce qu'un jeu comme Gone Home, c'est pas un livre interactif alors que Mais c'est Gone une Home n'est pas aventure, du tout. si je puis dire, c'est une aventure interactive, en fait. Oui, mais bon, tous les jeux vidéo sont interactifs. Oui, certes, mais tous les jeux vidéo ne sont pas une aventure. C'est très beau. C'est très très beau. Je garderai cette citation au fond de mon cœur. Excuse-moi, mais euh, euh, par exemple, si on prend l'exemple, alors certes, il y a un peu de lore, mais tu vas pas me dire que dans un Street Fighter, ça soit vraiment l'aventure. Ah non, bien sûr, c'est pas du tout une aventure. Mais vu que les JRPG sont des jeux vidéo et que les jeux vidéo sont interactifs, je pense que c'est un peu redondant de mettre interactif dans une dénomination de jeu vidéo. Mm. Bah, moi, c'est le terme. Alors oui, je sais certainement qu'il y a de la tactique, mais c'est en fait, j'ai peur à un moment donné qu'il y ait un amalgame qui se fasse en fait avec le RPG tactique qui sont aussi généralement des JRPG, c'est ça le pire. Ouais, oui, bah, Parce que ça, écoute, dans ce si tu cas-là, j'ai envie comptes de dire, Disgaea, Final Fantasy Tactics, il y en a eu plusieurs. Tactics Org, des choses comme ça. bah oui, bah, bien Voilà. sûr. Après, moi, je ne compte pas les Disgaea parce que Disgaea, je n'ai qu'une vie et il en faut plusieurs pour en finir un seul et il y en a 5 des Disgaea. Donc, je sais pas exactement comment ça s'est passé, leur calcul Tu as, là. sachant que tu as même carrément un jeu qui s'appelle La Pucelle Tactics. C'est terrible. Non, mais Disgaea 3 que j'avais essayé pendant 10 Et minutes qui doit quand être. j'ai compris que, Et c'est que exactement. Je crois que le. c'est la même équipe de production qui s'est occupée des Disgaea. Donc Ah, mais tu peux quel enfer. imaginer Mais le truc. le jeu où la personne à côté de qui tu es ainsi en classe, dans les phases en classe, influe tes pouvoirs en combat dans les phases de combat, là j'ai dit ok, non, stop, merci, au revoir. Euh, Ok. alors, peut-être stratégique alors plutôt que tactique, Oui, puisqu'après tout ce sont stratégique. Voilà, Eh stratégique ben, moi, serait un meilleur terme, je pense. alors après, on nous dira qu'il faut pas confondre avec Warcraft 3, mais laissez-nous tranquilles. Donc, on va appeler ça des aventures stratégiques à sous-système, ou ASSS, ou AS. Ah oui. Ah, Et ben voilà. Donc ça, c'est ma première hot JAS, en fait. Hein. take. Tu précises. Alors, le truc, c'est que pour moi, les sous-systèmes, c'est très, 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 très japonais. Et Ouais, les jeux occidentaux ont très peu de sous-systèmes en général. ok. Euh, Je vais pas te contredire là-dessus parce que, justement, comme je te l'ai dit, mon expérience en RPG américain est très faible. euh, du coup, la grosse hot take, c'est que ces petits sous-systèmes qui gâchent le jeu quand on y regarde de pas très près, hein, je veux dire, qui a envie de jouer à 1, 2, 3 soleil pour avoir la meilleure arme avec le magicien?
euh, et ben, quand Final Fantasy IX m'a proposé de passer outre cette barrière pour ne profiter que de l'histoire du jeu, ça m'a sorti du jeu. Et donc ma hot take pour cet épisode, c'est la suivante. Les sous-systèmes qui vous cassent les pieds dans un JRPG, c'est ce qui fait le cœur du jeu, parce que c'est surmonter le désagrément de ces sous-systèmes qui est le vrai plaisir, la vraie source de motivation quand on joue à ces jeux-là. C'est pas l'histoire, c'est pas les personnages, c'est de montrer à ces connards de japonais qu'on a réussi à battre leur sous-système de merde de pêche à la con et que ça y est, on l'a maîtrisé, leur putain de jeu. Mais tu sais que, par exemple, aux États-Unis, les premières versions donc des Final Fantasy, sachant qu'il y a eu des trous dans les productions. Il y a certains jeux qui, justement, ça a été très étrange quand on est passé de « Ah, tiens, comment ça se fait qu'on passe de Final Fantasy 3 à Final Fantasy 7 ? What the fuck ?» Eh bien, tout simplement aussi, Effectivement, il y a eu des petits problèmes. voilà, il y a eu des trous. C'est comme les albums de Gaston Lagaffe à l'époque, qui, depuis, ça a été, rattrapé, mais il y a eu un moment donné où c'était Ah, mais comment ça se fait qu'il y a un album R4 et que là, on passe à l'album 6 ?» Voilà. Donc, C'est compliqué aussi, Gaston Lagaffe. oui, en fait, ça m'a beaucoup rappelé, ça m'a beaucoup rappelé cette histoire d'enfance par rapport au Gaston, la numérotation des Final Fantasy au début. Et Est-ce Final que Fantasy. tu dirais que Gaston Lagaffe est un JRPG ? Oh, ça pourrait. Ça pourrait, mais enfin, en tout cas, c'est un style qu'à mon avis, le personnage de Gaston aurait sûrement apprécié. Certainement, parce que c'est une bonne manière de perdre son temps en s'amusant. Oui, et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que, sachant que, les Japonais avaient un petit peu pitié des Occidentaux et que justement Final Fantasy II, qui correspond à Final Fantasy IV, dans leur latitude, avait, d'après ce que je me rappelle, avait été simplifié. Ah oui, 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 tout à fait. Toute la première partie du jeu où Cécile est un chevalier noir, dans la version japonaise, il a des pouvoirs où il peut sacrifier des points de vie pour faire plus de dégâts. Et ils se sont dit, ces Américains, ils comprendront rien à rien, ils vont juste perdre tous leurs points de vie et mourir comme des idiots. Donc on va enlever ses capacités au personnage principal, qui du coup était vraiment juste capable de taper. Ça, tout à fait, je l'ai entendu aussi. Voilà. Bon. Après, le concept a été repris dans Final Fantasy XIV et waouh, amazing, tout le monde a compris. Et oui, comme quoi, il fallait pas sous-estimer les Américains. Ni les Européens d'ailleurs. Du coup, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci Amélie de nous avoir accompagnés. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais plug, quelque chose que tu voulais présenter, quelque chose que tu voulais dire avant qu'on se sépare ? Que c'était vachement court. Ah, c'est pas la taille qui compte. Non, je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses à dire. Justement, tu cherchais des éléments par rapport à qu'est-ce qui représente, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour différencier justement un ACC, ASS, c'est ça? ASSS. ASS, simplement un JRPG par exemple, d'un ARPG. Donc pas Action RPG, mais American RPG. C'est que oui, il y a quand même plusieurs petites choses qui... t'as parlé des mini-jeux, mais il n'y a pas que ça qui fait que ce style de jeu est un JRPG. Absolument, mais Hot Takes et Slow Burn est une émission qui dure 30 minutes, et là on en est à 39. Ah, I didn't know. Tu vois, comme quoi, hein, brut de décoffrage. Hein. Ah bah écoute, moi ça me convient, mais du coup ouais, on va laisser quelques questions en suspens, c'est pas grave, le gros de l'affaire a été tiré au clair pour moi. Du coup, c'est le moment pour toi de faire ton auto-promo et de parler de quelque chose qui te tenait à cœur. Je suis Amélie, je travaille depuis 4 ans sur un projet qui est de faire découvrir des techniques textiles, principalement japonaises, mais aussi de toutes horizons en fait, et qui sont très peu connues en France. Et en fait, moi, le gros travail que je fais, c'est
de trouver en fait déjà des fournisseurs qui soient les plus locaux possibles, hein, c'est-à-dire de ne pas dépasser l'Europe et l'Afrique du Nord. Voilà, déjà dans un premier temps. Très bien. Et aussi de pouvoir faire perdurer ces techniques qui se font malheureusement oublier dans leur pays d'origine, mais avec justement des produits que l'on peut trouver facilement à proximité. Très bien. Et alors Sans avoir un recours à l'export, à l'import et à l'export. écoute, c'est un très très chouette projet. On peut te retrouver sur Twitch, il me semble. On peut me retrouver sur Twitch, alors c'est très facile, sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram et aussi sur TikTok récemment. Il y a un blog que je vais mettre en place prochainement pour raconter un petit peu mon cheminement sur mes recherches. Et tout simplement, pour me retrouver, c'est Japanophile. Donc Japanophile comme Japanophile, mais à la fin, vous mettez FIL comme le fil. Ok, super. Merci beaucoup Amélie de nous avoir rejoints pour cette émission. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est une émission de podcast de Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, l'autre émission du réseau qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Simon pour la musique du générique. Merci à Vincent pour le petit texte au début de chaque épisode. Merci à Paul pour son travail de montage. Et bien sûr, merci à vous de nous écouter. Vous pouvez retrouver Pragmastic sur les réseaux sociaux à @takesburn. Et d'ici là, je suis toujours Mytlamite et vous pouvez continuer d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde!